Macron va détruire la France, mais il est en train de détruire les Français, hein, tout simplement. Hein, il va vider leurs poches. Hein, augmentation de la CSG, augmentation massive de l'essence, augmentation du contrôle technique. À votre avis, pourquoi il baisse la vitesse à 80 km/h? Ah bah, ça vous permet, si vous voulez, c'est comme un filet. Vous savez, c'est comme les pêcheurs. Hein, si vous jetez un petit filet, hein, vous allez ramasser 1 kg de poisson. Mais si vous lancez un immense filet, hein, dans l'océan, c'est-à-dire limiter bah, vous allez ramasser tout le monde. Hein, parce que 80, vous avez déjà essayé de conduire à 80 km/h, hein, voilà, on peut pas, psychologiquement c'est pas tenable. Donc voilà, ils veulent remplir les caisses avec les radars. Voilà pourquoi, alors c'est toujours pour votre sécurité, hein, c'est toujours comme ça. C'est comme pour les banques, pour votre sécurité, on vous donne pas votre argent. Hein, non mais, c'est toujours la raison, c'est pour votre sécurité. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Pierre Jovanovic. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez de publier Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets aux éditions Le Jardin des Livres. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation encore et bienvenue pour le 2e numéro de l'Écho 360. Votre dernier ouvrage raconte comment la politique de la planche à billets a permis à Adolf Hitler de prendre le pouvoir. Vous abordez également la personnalité d'Adolf Hitler en publiant un rapport unique de l'OSS qui n'avait jamais été diffusé en français. Quand j'ai reçu votre livre, la première question que je me suis posée, pourquoi un livre sur Adolf Hitler? Comment vous est venue l'idée de ce livre? L'idée de ce livre elle était latente, hein, elle était là depuis à peu près 2009. 2009 parce que comme vous le savez, j'avais commencé la revue de presse le 20 février, donc ça va faire 10 ans, hein, 20 février 2008. Donc j'avais commencé à expliquer que puisque toutes les banques étaient en train d'essayer de se recapitaliser en même temps, ça prouvait qu'il y avait une immense faillite qui se profilait à l'horizon et que Wall Street allait exploser. Et Wall Street a explosé 6 mois plus tard après que j'ai commencé la planche à billets. Et déjà à l'époque, avec Laurent sur la radio Ici Maintenant, j'avais parlé de la méga faillite de la Kreditanstalt et qui n'était jamais mentionnée par vous savez, toutes les vidéos qu'on voit, par exemple Apocalypse Hitler de Pascal Clark et je ne sais plus que le nom de l'autre réalisateur, enfin bon, tous les documentaires qu'on nous présente à la télévision sur l'avènement d'Hitler, tous ces documentaires font l'impasse totale sur le contexte économique. En fait, ils nous font croire que Hitler est arrivé au pouvoir exactement comme Macron, qu'il est sorti de sa boîte en l'espace de 2 ans, voilà, 2 ans ou 3 ans. C'est globalement l'idée, hein, qui sort. Alors qu'en fait, Hitler a mis quasiment, il a commencé sa carrière politique en 1918, hein, 1918-1919 véritablement, plutôt 1919 d'ailleurs. Donc ça vous montre bien jusqu'à son élection en 1933, hein, il y a quand même de l'eau qui est passée sous les ponts. Et j'étais très surpris de voir cette omerta de la part de tous ces documentalistes historiques, etc. J'en ai regardé plein, ne serait-ce que par curiosité, et tous ces gens en fait expédient le contexte économique en une phrase. Et en fait, ils vous disent même pas que c'est la planche à billets. Ils vous disent que c'est à cause de Wall Street, qu'il y a eu le jeudi noir, qu'ensuite il y a eu une dépression en Europe, et qu'il y a eu beaucoup de chômage, et que c'est comme ça qu'Hitler est arrivé. Voilà. Boum, est terminé, on n'en parle plus. Voilà. On ne vous parle pas de la conférence d'Évian, on ne vous parle pas effectivement de la politique complètement folle de fabrication de fausses monnaies. On ne vous parle pas de l'extraordinaire parallélisme qui existe entre la planche à billets des révolutionnaires français et l'avènement de Napoléon et l'utilisation de la planche à billets par la République de Weimar, enfin l'Allemagne quoi, hein, voilà, et l'arrivée d'Hitler. C'est exactement la même chose. C'est exactement, l'histoire resserre les mêmes plats parce que à chaque fois qu'on utilise de la fausse monnaie, on crée un déséquilibre et il y a un rééquilibrage qui se fait de l'autre côté. Les financiers connaissent ça très bien, les banquiers qui plus est encore. Hein, on appelle ça, rappelez-vous, on appelle ça chambre de compensation. Il faut compenser, équilibrer. Hein, voilà, tous les comptables connaissent la chose. Ben, manifestement, de l'autre côté, il y a aussi une comptabilité qui est faite. Et il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est créer de l'argent à partir de rien. Ça, c'est une évidence. Et depuis maintenant, rappelez-vous, on en a parlé ensemble il y a ça fait quand même 3-4 ans maintenant. Lorsque mon livre est sorti, 666, il est sorti en octobre 2014, si mes souvenirs sont bons. Et
là c'était vraiment prophétique, hein, puisque déjà je parlais de la planche à billets, et qu'a fait la Banque Centrale Européenne pile poil à partir du 10 janvier 2015, ils ont commencé à faire de la monnaie de singe, 80 milliards tous les mois. Et c'est comme ça, hein. Donc tout le système financier est empoisonné, exactement comme l'avaient empoisonné les révolutionnaires français après 1789, et exactement comme le système financier était empoisonné à partir de 1914. Donc l'idée, vous voyez, elle était latente, hein, et c'est vraiment en me consacrant, si vous voulez, je veux dire, à cette politique monétaire, à cette politique bancaire, et qui plus est, vous voyez, il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est que tous les journalistes économiques, journalistes entre guillemets, je mets des guillemets maintenant, hein, parce que hein, sur BFM, CNews, iTélé, enfin tout ce que France 2, TF1, les mecs, ils n'osent même pas utiliser, c'est des poules mouillées, ils n'osent même pas utiliser le terme planche à billets, hein, ou monnaie de singe. Il vous parle de QE. Donc le public ne sait pas ce que c'est que QE, hein, ça veut dire quantitative easing. Même en anglais, vous voyez, ça veut rien dire. Quantitative easing, une facilité quantitative. Hein. Ça ne veut pas dire planche à billets pour vous, hein, pour personne d'ailleurs. Hein, où il vous parle de assouplissement monétaire, hein, comme la soupline que vous mettez dans votre machine à laver pour assouplir le textile. Hein, ça ne veut pas dire monnaie de singe, fabrication de fausses monnaies. Mais si vous regardez les billets, les anciens billets par exemple en francs, hein, vous pourrez le mettre derrière nous, vous verrez dans un rectangle sur les billets de banque de la Banque de France, par exemple sur le 50 francs ou 100 francs, vous verrez tout contrefacteur sera celui qui fabrique de la fausse monnaie sera condamné aux travaux forcés ou je sais pas quoi. Voilà, et les exemples ne manquent pas dans l'histoire de gens qui ont fabriqué des faux billets. C'est Pierre Bellemare d'ailleurs, on a raconté beaucoup, hein, de ces histoires de contrefacteurs qui fabriquaient de la monnaie de singe, hein, pour le coup. Donc vous voyez que c'était latent. Et il fallait, et quand je me suis penché, parce qu'en fait j'ai commencé à faire des recherches beaucoup plus poussées sur les faillites des banques allemandes, et en fait je me suis rendu compte que c'est un sujet tabou, qu'on n'avait pas le droit de le traiter, que c'était, on n'avait pas le droit d'en parler, et d'ailleurs les journalistes économiques ne savent même pas ce que c'est qu'une planche à billets techniquement. Voilà, ils vous parlent de facilité monétaire aussi, voilà, ça fait partie de leur hein, mais c'est ce que je dis depuis 10 ans, hein, mais aussi, vous aussi, hein, chers spectateurs, avec nos imprimantes, nous aussi on peut faire de la quantitative, de la facilité monétaire, de l'assouplissement monétaire, hein, juste pour payer nos factures, hein, on peut imprimer avec notre imprimante, c'est ce que fait la Banque Centrale Européenne, et je le répète pour la millième fois, ça ne profite qu'aux plus riches. Voilà, ça ne descend pas dans les rues, hein. Regardez toutes les boutiques vides, regardez le chômage, il y a 20% de chômage en France aujourd'hui. Les chiffres sont bidonnés, tout le monde le sait. Vous avez maints sites qui vous le montrent, qui analysent les chiffres qui sont donnés par le ministère du Travail. Et c'est la même chose d'ailleurs dans tous les pays, tous les gouvernements trichent sur le chômage. Donc aujourd'hui, vous avez l'air des fausses boutiques, vous avez l'air, parce que vous avez l'air de la fausse monnaie, hein, vous avez également, c'est l'air aussi des fausses blondes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et surtout, quelqu'un a attiré mon attention, un lecteur d'ailleurs très pertinemment, a attiré mon attention sur la fausse nourriture. Hein, parce que maintenant, vous avez des grands fabricants de pizza qui mettent du plastique dans le fromage, voilà, pour grappiller un peu pour avoir des marges plus importantes. Hein, voilà. Vous vous rendez compte du fromage au plastique, c'est absolument génial. Donc fausse monnaie, tout est faussé. Hein, et ça a donné, bien entendu, la fausse news. Hein, voilà. C'est évident. Et tous ceux qui parlent de ça, hein, n'oubliez pas, moi je suis la première victime, j'étais la première victime de toute cette censure qui s'est abattue aujourd'hui, puisque ma fiche Wikipédia en tant que journaliste, j'ai publié 13 livres quand même, je suis publié traduit dans plusieurs langues, ma fiche anglaise de Wikipédia, elle était là depuis 12 ans. Hein. Elle a été effacée il y a deux ans, donc ma fiche anglaise a été effacée, ma fiche italienne est effacée, française effacée, espagnole effacée, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai été censuré sur Facebook pendant 2 ans et demi, et vous verrez sur ma revue de presse, hein, vous allez en haut de quotidien.com, vous verrez toutes les banques dans lesquelles je suis interdit de lecture, et je suis même censuré, figurez-vous, par la Banque de France. Ça, c'est la gloire. Hein. C'est très interdit de lecture à la Banque de France pour un écrivain, franchement, c'est pour un journaliste économique, là, pour pas avoir de décoration
décoration plus élevée, hein. C'est la Légion d'honneur. Là, techniquement, je suis commandeur de la fausse news, hein. Voilà. Donc ça vous montre bien que je traite un sujet qui est vital, qui est capital, et c'est la raison pour laquelle j'ai été le premier censuré. Soral a sa fiche Wikipédia, Dieudonné a sa fiche Wikipédia. Moi, j'ai plus ma fiche Wikipédia. Hein, ça veut tout dire. Et c'est pas une seule fiche, hein, c'est plusieurs. Hitler est un personnage incontournable de l'histoire, un personnage finalement méconnu, peu de livres ou de documentaires s'attardent véritablement sur lui et sur sa personnalité. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au plus près à la personnalité d'Adolf Hitler? En fait, je me suis intéressé de près parce que en ayant eu ce rapport de l'OSS entre les mains, donc que j'ai lu avec attention, je rappelle que l'OSS en fait c'est l'ancêtre de la CIA, hein, voilà. C'est-à-dire que l'OSS c'était pendant la guerre, et après la guerre, Monsieur Donovan a transformé l'OSS en Central Intelligence Agency. Mais c'était exactement les mêmes hommes, les mêmes réseaux, etc. La même organisation. Elle n'a pas vraiment changé depuis. Et dans ce rapport, donc qui est en anglais, on voit clairement que les enquêteurs en fait mettent en avant un point capital qui est capital pour moi, parce que je l'ai abordé sur plus d'une centaine de pages, qu'est-ce que je dis, même 300 pages, dans un livre précédent que beaucoup de vos lecteurs spectateurs connaissent, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Hein, voilà. Et les espions de l'OSS disent bien que Hitler entend des voix. Hein, c'est très important. Il entend des voix dans sa tête qui lui ont permis d'être sauvé à maintes reprises pendant la guerre de 14-18. Hein. Techniquement, vous regarderez, vous avez même une émission de National Geographic qui a été consacrée à ça. Alors, ils n'ont pas mis le titre comment Hitler a été sauvé 42 fois par son ange gardien, hein, bien entendu. Ils ont titré à l'inverse, hein, pour 42 tentatives d'assassinat sur Hitler. Vous voyez? Hein, mais ils disent pas ils disent dans le truc qu'il a été sauvé 42 fois, mais ce qui est énorme, c'est plus que Yasser Arafat. C'est plus que Yasser Arafat. Et si vous regardez bien en valeur absolue, le rapport de l'OSS le compare à Jeanne d'Arc. Donc déjà là, on est dans un environnement surnaturel. Voilà. Là, on est même précisément dans mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Techniquement, si j'avais connu ces faits-là, j'aurais pu mettre Hitler les 50 fois où il a échappé à la mort, où il a été sauvé par des faits absolument inexplicables. Il aurait pu figurer donc dans mon livre déjà Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et c'est ça qui m'a. Je me suis dit mais waouh, ces voix qui lui parlent, mais c'est énorme. Je savais que Gandhi entendait des voix également parce qu'il en parlait souvent. Vous avez même un livre qui lui a été consacré à ce niveau-là, mais Gandhi ne s'en est jamais caché, que les voix qu'il entendait lui permettaient de toujours piloter son action dans la non-violence. Hein, mais les voix que Hitler entendait, lui, c'était pour le sauver. Hein, c'est très très important. Et pas plus tard que hier, j'ai vu sur RMC Découverte, hein, la chaîne de Monsieur Drahi, hein, qui possède BFM-VC, hein, comme vous le savez. Alors vous avez une émission, la fameuse tentative d'assassinat d'Hitler qui a échoué en 1938 ou 39, et donc ils vous font 1 heure là-dessus. Le mec a préparé son attentat pendant 1 an méticuleusement, etc. Puis juste paf, à la dernière seconde, vous allez voir qu'il y a un côté aérien, hein, puisque c'est le pilote de l'avion d'Hitler qui a dit si vous n'arrivez pas à cette heure-là, moi je décolle pas, je ne réponds pas de votre sécurité. Et donc Hitler a abruptement raccourci sa conférence et il est parti, et la bombe a explosé je sais pas 5 ou 10 minutes plus tard. Et il y a un autre cas qui est encore plus drôle, c'est quelqu'un qui avait posé une bombe et qui a explosé le jour d'après. c'est absolument. Il y a même une photo extraordinaire, je vous la donnerai. Je vous la donnerai pour que vous la montriez derrière nous. Il y a une photo extraordinaire qui est parue dans la presse allemande à l'époque, et je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mise dans le livre, j'aurais dû. Enfin bon, il y a énormément de photos, hein, dans le livre. C'est la photo du pantalon d'Hitler. Lorsqu'il y a eu le fameux attentat qui a fait l'objet du film Valkyrie avec Tom Cruise, hein, on voit qu'il aurait dû être déchiqueté. Et il y a une émission qui a été faite justement également sur cette tentative d'attentat. Ils ont recréé cet attentat de la même façon, et en fait ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne comprenaient pas, parce que Hitler aurait dû être déchiqueté littéralement.
par le souffle de l'explosion. Et techniquement, on voit effectivement que son pantalon est totalement déchiqueté, mais lui, il a eu à peine une ou deux égratignures. Donc vous voyez que quand ce n'est pas l'heure, c'est pas l'heure, comme disent les musulmans. Et c'est très, très, très bien montré d'ailleurs dans un film qui s'appelle Laurence d'Arabie. Je vous invite à le regarder. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est vraiment très précis. Et c'est pour ça que c'est ce que je montre d'ailleurs dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Quand c'est pas l'heure de mourir, les anges interviennent et vous sauvent. C'est très important de comprendre ça. Et donc vous comprenez pourquoi j'ai fait cette relation, parce que là, pour la première fois, si vous voulez, n'oubliez pas, moi je suis à la base, je fais toute ma carrière en tant que journaliste, et plus particulièrement journaliste, comment dire, au département économie du quotidien, puisque je traitais tout ce qui était informatique, satellite et télécom. Mais là, c'est tout à fait extraordinaire, si vous voulez, de pouvoir mêler économie surnaturelle, c'est-à-dire ange gardien, il faut bien le dire. D'ailleurs, le Premier ministre canadien, j'en ai déjà parlé, Monsieur Lyon, vous le retrouverez dans le livre, a lui-même déclaré, après avoir rencontré Hitler quand il était chancelier, il a dit « Je suis en présence d'une Jeanne d'Arc », en fait, techniquement. Il y avait quelque chose. Il s'en est rendu compte, il l'a dit. Et l'OSS dit aussi, le compare à Jeanne d'Arc. Donc Hitler, c'est le Jeanne d'Arc allemand, même si, oui, parce que techniquement, ils ont modifié le destin de toute l'Europe. Je voulais revenir avec vous sur le rôle des banquiers dans la montée au pouvoir d'Hitler. Des banques de Wall Street et des grandes entreprises nord-américaines ont soutenu l'ascension de Hitler vers le pouvoir en finançant l'Allemagne nazie et en faisant des affaires avec elle. Hitler aurait-il pu faire la guerre sans le soutien de Wall Street et de certaines firmes américaines étroitement liées au monde de la finance ? Je pense que vous faites référence au livre d'Anthony Sutton. Anthony Sutton enfonce des portes ouvertes dans le sens où, n'oubliez pas, d'abord, l'Allemagne a été soutenue massivement par les États-Unis au sortir de la guerre. N'oubliez jamais ça. Ce sont les capitaux américains qui sont arrivés à partir de 1919 pour aider justement à la reconstruction, parce qu'ils ne voulaient pas louper le coche. Ils connaissaient l'industrie allemande. Donc il n'y a pas que les industries américaines, il y a les industries françaises, il y a les industries anglaises, espagnoles, italiennes, portugaises, suédoises, norvégiennes. Toute l'Europe y était. Je veux dire, c'est trop facile. C'est trop facile, si vous voulez, de mettre uniquement, si vous voulez, juste un point de projecteur en disant oui, l'ancêtre d'IBM a aidé à la construction des camps de concentration. Oui, c'est vrai, c'est exact. Mais les mecs, à la base, ils savaient pas trop que ça allait servir à ça. Précisons-le bien. Aujourd'hui, vous avez des entreprises américaines qui font des affaires dans des pays africains qui sont des dictatures absolues. Où ils découpent tout le monde à la hache, ou à la machette plutôt, ou ils les jettent au crocodile. Vous n'en entendez pas parler. Pourtant, ça n'empêche pas les grandes compagnies américaines d'y être, et françaises aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est une chose. En revanche, il y a une chose, si vous voulez, qui n'a jamais été montrée comme je le fais. C'est-à-dire que c'est vraiment typiquement. Et quand je dis personne ne l'a fait, moi je parle de toute la littérature américaine que j'ai lue avec abondance. Vous avez toute la biographie que vous pouvez consulter à la fin du livre. Personne ne s'est penché effectivement sur le côté. Si, à part un auteur, effectivement, je me souviens un peu de son nom. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont les banquiers qui sont les véritables criminels. Parce que Rudolf von Havenstein, qui était le gouverneur central de la Reichsbank à l'époque, donc au moment où Hitler avait commencé sa carrière politique, eh bien, n'oubliez pas qu'il a quand même pris la décision de faire mourir de faim, de faire crever de faim 3 millions de personnes, sans aucune hésitation, à détruire toute l'épargne des Allemands, comme on l'a vu en Grèce, techniquement un petit peu, et tout ça pour ne pas rembourser les dettes de réparation du traité de Versailles. Donc déjà rien que ça, c'est absolument criminel. Et Rudolf von Havenstein, je pense, était aussi nationaliste et patriote que l'était Hitler. Mais il était dans une autre logique. Dans le livre, vous voyez, j'ai traduit un compte-rendu du Conseil des ministres allemand
je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Brüning ou je me souviens plus qui est chancelier à ce moment-là. Vous avez Rudolf von Navenstein qui explique très fièrement que il imprime tous les jours pour 300 ou 400 tonnes de papier, de monnaie, pour alimenter en billets de plusieurs centaines de milliards de marques et qui ne valent plus rien. Et le mec ne comprend même pas, parce qu'il, je veux dire, lui il vit dans l'opulence, il ne comprend pas que la moitié du pays est en train de crever de la faim. Vous avez des photos extraordinaires, vous avez tous les anciens officiers qui sont en grande tenue, qui font la manche dans la rue parce que le gouvernement Weimar ne peut plus les payer, et ainsi de suite. Donc c'est bien le banquier, et Rudolf von Navenstein le premier, parce qu'il était gouverneur, qui a permis à Hitler de prendre le pouvoir. N'oubliez jamais, la première déclaration au capitaine Truman Smith d'Hitler, c'était la politique de monnaie de singe que mène je me souviens plus on pourra vous le dire, tiens, je vais vous lire les propos exacts parce que je l'ai mis voilà, il est là. C'est en page 4. L'impression de l'argent par la planche à billets doit cesser. C'est le pire de tous les crimes de ce gouvernement. Voilà. Et c'est ce qu'a dit Adolf Hitler à l'attaché militaire américain Truman Smith en novembre 1922. En parlant du gouvernement du chancelier, voilà, c'est Joseph Wirth qui était chancelier à l'époque. Donc vous voyez, en 1922 déjà, il en parlait avant de ça. Et qu'est-ce qui a montré au peuple allemand que Hitler avait raison? C'est quand vous avez trois grosses, énormes banques allemandes autrichiennes qui sont tombées, la Kreditanstalt, la Danat Bank, la Dresdner Bank. C'est comme si là vous aviez la Société Générale qui vole en éclats, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et que sais-je encore, vous voyez, qui explosent les unes après les autres. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Hitler en parle depuis 1919 et qu'il avait raison. Et donc dans ce tas de fumée qui était devenu le pays où les gens ne savaient même pas. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se sont laissés enfermer dans leur appartement pour mourir de faim, que des gens ont assassiné leurs enfants? Et quand je te dis, c'est pas un cas comme on le voit en Grèce ou même en France, vous avez de temps en temps des gens qui tuent toute leur famille parce que elles ont des dettes et qu'ils peuvent pas les payer parce qu'ils sont au chômage. Vous avez entendu ça comme moi. Il y en a régulièrement 2-3 par an comme ça. Vous voyez ça sur le fil AFP. Là, c'était des dizaines de milliers de gens qui ont tué leur famille et leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir et parce qu'il y avait 8, 10, 20 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte de ça? Et ça, personne n'en parle. Personne ne parle de ces millions de gens morts de faim jusqu'à l'avènement d'Hitler jusqu'en 1933. C'est un sujet tabou. Et c'est ceux-là qui ont porté. Il s'est passé la même chose aux États-Unis. Il s'est passé ces gens-là, entre guillemets, qui ont amené Trump au pouvoir, alors que tous les médias étaient pour Hillary Clinton. Vous l'avez vu vous-même. Même en France, vous avez Christine O'Krent qui a expliqué sur BFM, oui c'est mathématique, Hillary Clinton sera la prochaine. Vous avez tous ces gens millionnaires qui vous expliquent, en parlant des gueux, des manants, de tous les gens qui nous regardent, parce que pour eux on est des gueux et des manants, bien entendu. Donc on doit voter bien entendu pour un banquier. Et c'est comme ça que Macron a été élu. Ils ont acheté tout, comme à l'époque. Comme à l'époque, les médias étaient pro-gouvernement, ils n'en parlaient pas. Ou très peu. N'oubliez jamais ça. Donc on nous dit, oui, des millions de juifs sont morts. Ok. Il n'y a pas que les juifs qui sont morts, j'ai une précision, il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur vie dans les combats également, et c'est quand même, on a tendance à l'oublier, cela, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais n'oublions pas les millions d'Allemands qui sont morts de faim. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des comptes rendus de gens qui sont morts de faim dans des prisons, etc. Moi j'ai lu des comptes rendus de prisonniers, d'officiers allemands justement, qui décrivent comment ils ont laissé mourir de faim des prisonniers russes. Mais c'est horrible, les gens sont prêts à se bouffer les uns les autres. Staline a fait mourir de faim, je ne sais plus quelle population, je ne sais plus si c'est l'Ukraine où il avait déplacé, enfin il y en avait quand même plusieurs, mais les gens finissaient par manger leurs enfants. Oui, c'est un sujet tabou. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que les médias vous disent des années 1920, 22, etc. On vous dit les années folles. Les années folles, formidable, c'est le jazz, les trompettes, les nénettes avec leurs jupes, avec leurs franges, là, vous savez, avec leur fume-cigarette, qui dansent les claquettes, là. Voilà, c'est les années folles.
On vous décrit ça comme les années folles, alors que ce sont les années les plus misérables, les plus horribles que les Allemands aient vécues. Dans le livre, vous avez la montée en puissance du chômage, et vous avez en parallèle la montée en puissance du nombre de chemises brunes qui se sont engagées dans les troupes, dans la garde personnelle d'Adolf Hitler. Au début, ils étaient 50, 200, et jusqu'à finir par emporter tout le pays. Non, mais il faut bien comprendre ça. C'est très important. C'est pour ça que je vais très souvent en Grèce. C'est pour ça qu'ils ont tué Aube Dorée, parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Ils ont mis Aube Dorée, les gens d'Aube Dorée en prison, avec un faux procès, des fausses signatures, et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est extrêmement dangereux. Tant et si bien que le Premier ministre à l'époque grec, il était à... écoutez bien ça, parce que c'est une anecdote amusante. Il était à New York, il était en congrès à je ne sais plus quelle association juive, et donc il a annoncé. Alors il s'est planté parce qu'avec le décalage horaire, il avait annoncé l'arrestation de Michael Oliakos, alors qu'en fait il allait être arrêté le lendemain. Donc vous voyez, tout était organisé, tout était prêt. Donc il fallait absolument tuer tous les partis comme ça, il faut les tuer dans l'œuf, parce qu'ils savent exactement qu'à un moment donné le peuple finit par se retourner vers les gens, vers les partis politiques qui veulent imposer la force. Et c'est pour ça que j'explique dans le livre que toute utilisation de fausse monnaie, et c'est là où je fais le lien avec l'économie, toute utilisation de fausse monnaie amène un dictateur, un César, comme l'explique le philosophe allemand Spengler, qui était un visionnaire absolu, et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et qui a d'ailleurs écrit tout ce qui allait se passer avant même que ça se passe, même 4 heures avant. Je ne sais pas si vous réalisez. Oswald Spengler. C'est tout à fait extraordinaire ce qu'il a fait. Et en ce moment, vous avez la même chose, 20% de chômage en France. Vous avez vu toutes les hausses là, du 1er janvier? Alors maintenant, on peut commencer à voir ce qui va se passer avec Macron. Dans une interview précédente, je vous avais dit, Macron va détruire la France. Mais il est en train de détruire les Français, tout simplement. Il va vider leurs poches. Augmentation de la CSG, augmentation massive de l'essence, augmentation du contrôle technique. À votre avis, pourquoi il baisse la vitesse à 80 km/h? Ça vous permet, si vous voulez, c'est comme un filet. Vous savez, c'est comme les pêcheurs. Si vous jetez un petit filet, vous allez ramasser 1 kg de poisson. Mais si vous lancez un immense filet dans l'océan, c'est-à-dire limiter vous allez ramasser tout le monde. Parce que 80, vous avez déjà essayé de conduire à 80 km/h, voilà, on peut pas, psychologiquement c'est pas tenable. Donc voilà, ils veulent remplir les caisses avec les radars. Voilà pourquoi, alors c'est toujours pour votre sécurité, c'est toujours comme ça. C'est comme pour les banques, pour votre sécurité, on vous donne pas votre argent. Non mais c'est toujours la raison, c'est pour votre sécurité. Moi j'ai des lecteurs là qui m'ont écrit, c'est un monsieur détenteur par exemple d'une visa premier. Une visa premier, c'est censé vous faciliter la vie à l'étranger. Voilà. Il veut payer un hôtel en Turquie, il peut pas. Et le banquier lui explique, c'est pour votre sécurité qu'on vous a bloqué votre carte à l'étranger. D'accord? À quoi ça sert d'avoir une visa premier? Il faut me prévenir avant que vous partiez, vous voyez? Donc vous avez votre banquier qui se transforme en Gestapo, quoi. Voilà. Enfin, bon, je fais un raccourci, mais vous voyez que ce que je vous avais expliqué, il y a grosso modo 6 mois, là vous le voyez, et on va dans une sorte de dictature, puisque M. Macron a annoncé le 3 janvier, date à mettre en parallèle avec la loi du 3 janvier 73, c'est pas par hasard. Le 3 janvier c'est mon anniversaire, il n'y a jamais personne à mon anniversaire, donc c'est là où vous lancez les trucs, quoi. Vous augmentez les prix au 15 août ou au 3 janvier, voilà. Et donc sur les fausses news, donc empêcher justement ce type d'information de passer. Empêcher les gens qui se plaignent de ce qui se passe, de l'augmentation des prix, etc. Faire taire tous ceux qui s'opposent. Et ça, c'est le résultat de l'élection de Monsieur Trump. Il faut absolument pas que ça recommence. Et le fait que Macron ait gagné leur a donné une carte blanche. C'est-à-dire dans toutes les élections que vous allez voir en Europe, et dans le reste du monde, eh bien, vous allez voir être appliquée la même méthode. Matraquage absolu, achat de toute la presse papier, contrôle des télévisions, on donne 1% ou 2% ou 5% de temps d'antenne aux opposants et 80-90% au parti, à celui qu'on veut voir être élu. Voilà, tout simplement.
Lors de la première interview d'Hitler au New York Times en 1922, il dit que l'utilisation de la planche à billets est un véritable crime. Peut-on faire un parallèle entre la situation économique de l'entre-deux-guerres et celle d'aujourd'hui où la BCE arrose l'Europe de monnaie de singe ? Ah mais tout à fait, mais justement, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Ce livre, si vous voulez, n'oubliez pas, j'avais publié 666, on en a parlé ensemble, et j'avais publié ensuite John Law. Quand même, c'est l'inventeur de la fausse monnaie, il faut le préciser, c'est un Anglais. Mais il l'a fait pour qui ? Pour Louis XV et pour le Régent. Enfin, Louis XV était enfant à l'époque, mais surtout pour le Régent, le grand Partouzard, etc. Donc il se dit, formidable, on va remplir la caisse avec de la fausse monnaie. N'oubliez pas, le John Law, c'est ce qui a donné le diable dans le Faust. C'est des raccourcis littéraires qui sont très 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 importants. La chanson Sympathy for the Devil des Rolling Stones vient parce que Mick Jagger a été complètement impressionné par le livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Et le Maître et Marguerite raconte entre autres le diable qui fabrique de la fausse monnaie à Moscou, et qui lui-même s'est inspiré de Faust, voilà. Et Faust étant John Law, selon Goethe. Donc vous voyez un peu le cheminement chez les artistes de la fausse monnaie. Mais là où vous avez raison de le souligner, nous sommes aujourd'hui exactement dans la même situation. Nous sommes pour plusieurs raisons. D'une part parce que les États-Unis fabriquent de la fausse monnaie depuis 1971. Techniquement même avant, 1969. C'est la guerre du Vietnam qui les a ruinés. Ils ont perdu quasiment tout leur stock d'or à l'époque. Donc ils se sont dit, il est hors de question on va rompre Bretton Woods, les accords de Bretton Woods. On ne va pas donner des lingots d'or en échange de nos dollars aux pays étrangers, on les emmerde. Voilà, donc on passe en monnaie de singe. Aujourd'hui, on est passé en monnaie de singe, bien que les statuts de la Banque Centrale Européenne interdisent à la Banque Centrale Européenne de fabriquer de la fausse monnaie. Et c'était à la demande des Allemands, qui ont connu Weimar justement, qui ont connu toute cette période. Leurs grands-parents ont connu, leur ont raconté des histoires. Ces histoires de gens qui meurent de faim, ça se raconte dans les familles de grands-parents, etc. Je veux dire, c'est des souvenirs horribles qui sont restés. Donc les Allemands ne voulaient pas. C'est pour ça qu'il y a une friction d'ailleurs aujourd'hui entre les financiers allemands, les ministres de finances allemands par exemple, et la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, contrôlée par Goldman Sachs, puisque M. Mario Draghi, gouverneur, est un ancien de Goldman Sachs, ne l'oubliez jamais. M. Mario Draghi était gouverneur de la Banque Centrale Italienne, ne l'oubliez pas. Et M. Draghi, n'oubliez pas non plus, c'est lui qui a couvert les faux bilans de la Monte Paschi, la banque italienne, où on a tué David Rossi, où il est passé par la fenêtre et sa montre est tombée 20 minutes après. N'oubliez pas, vous voyez, donc tout ceci était un petit monde. Monsieur Mario Draghi, déjà, si vous voulez, avait couvert les crimes de la Monte Paschi. Donc là, il couvre les crimes de toutes les banques en faillite en Europe. Et donc il s'est dit, on n'a pas le choix. Pour que Wall Street n'explose pas, il ne faut pas que Londres explose, ni le CAC 40. Donc on va balancer pour 80 milliards tous les mois de fausses monnaies. Et c'est ainsi depuis janvier 2015. Alors là, ils ont fait une déclaration, M. Curé a fait une déclaration, il devait arrêter, je vous signale, il devait arrêter la planche à billets, là, en décembre 2017. On est en janvier, en décembre, fin décembre, comme d'habitude, ils ont dit, finalement, on va continuer. Et ils ont rajouté, M. Curé, et puis on va continuer autant de temps qu'il le faudra. Voilà. Donc, on est en plein Weimar, à nouveau. Et tout ça se terminera très, très mal. Très, très mal. Regardez toutes les boutiques vides. Regardez toutes les boutiques vides, les fausses boutiques. Regardez les taux négatifs, moi j'ai pas inventé les taux négatifs. Les taux négatifs sont le résultat, sont l'antithèse du capitalisme, puisque le capitalisme repose sur l'intérêt. D'accord ? Vous placez votre argent dans une société et ça va vous rapporter parce que vous prenez un risque, etc. Vous prêtez de l'argent, une banque vous prête de l'argent, il y a un intérêt. Donc voilà, grâce à l'intérêt, vous gagnez un petit peu plus d'argent, votre argent vous rapporte. Voilà. Mais aujourd'hui, votre argent ne vous rapporte pas et les taux sont négatifs. Personne n'avait prévu ça. La jurisprudence n'avait pas prévu ça. Aujourd'hui, vous avez des banques françaises qui sont condamnées à payer, à respecter leurs contrats, puisque les contrats sont basés sur le Libor. Et comme le Libor est passé, les taux sont passés en négatif, les banques sont obligées de payer le client. Évidemment, ils ont dit non, mais ça va pas, non.
Je crois que c'est à Colmar, le tribunal d'instance de Colmar qui a condamné je ne sais plus quelle banque à payer ses clients. La même chose en Belgique, je crois que c'est ING qui a été condamné. Donc voilà, vous avez les taux négatifs. Mais les taux négatifs, vous avez ça parce qu'ils ont fabriqué des... Et encore, ça c'est les chiffres officiels. Parce que les chiffres, les vrais chiffres, moi je pense que c'est le double. Tout simplement. N'oubliez pas, avant que la Banque Centrale Européenne se mette à fabriquer officiellement de la fausse monnaie, d'accord ? 80 milliards par mois à partir de janvier 2015. Avant, vous avez quoi? Vous avez des TLTRO, vous avez tout un tas d'acronymes qui étaient en fait de la fausse monnaie balancée aux banques à taux zéro, hein, pour qu'elles ne fassent pas faillite. Ne l'oubliez jamais. Mais malgré tout, toute cette masse de fausses monnaies, de dollars, de yens, la Banque du Japon, c'est elle qui achète nos bons du Trésor avec sa fausse monnaie. C'est comme si j'achetais votre appartement avec le PQ de mes toilettes, quoi. Enfin, c'est la même idée. Vous vous rendez compte de ça? Et on accepte. On accepte. C'est criminel. C'est purement criminel. Donc, effectivement, ça finit toujours mal parce que toute utilisation, l'histoire nous l'a montré, toute utilisation de fausses monnaies se termine dans le sang. Voilà, c'est dans le sang. Napoléon, pour mettre fin à l'hyperinflation qu'il y avait en France à l'époque, hein, n'oubliez pas, sous le Directoire, vous aviez, ce sont que les plus riches, ils se sont engraissés comme des porcs pendant que les gens crevaient de faim, hein, ne l'oubliez jamais. Et la première chose que Napoléon a dite quand il a pris le pouvoir, il a dit: je supprime la monnaie papier, hein, la monnaie papier, et je reviens à l'or, hein, l'étalon or. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour remplir les caisses? Il a fait la guerre à tous les autres pays, il est allé capturer l'or des Italiens, des Espagnols, etc. Voilà. Il a fait la même chose qu'Hitler. Hitler, la première chose que font les troupes allemandes quand elles arrivent en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Finlande, etc., même en France, hein, les Français avaient déménagé, heureusement pour eux, heureusement pour nous, hein, parce que mais la première chose qu'ils ont fait, c'est capturer l'or de la Banque centrale. C'est le premier endroit où vont les troupes. C'est pas un hasard que Napoléon et Hitler aient fait exactement la même chose. Il fallait remplir les caisses. Donc oui, les banquiers sont encore plus criminels, et je parle là des banquiers suisses, hein, parce que vous le verrez dans le livre, la guerre aurait dû s'arrêter purement et simplement en 1940, fin 1942, début 1943. Lorsque l'Allemagne il y avait un blocus, hein, contre l'Allemagne, bien entendu, et plus personne ne pouvait commercer véritablement avec l'Allemagne, sauf tous ceux qui étaient sur la ligne nazie ou des pays neutres, hein, comme la Suisse par exemple. Et c'est uniquement grâce aux banquiers suisses, et uniquement grâce à eux, que Hitler a pu continuer le 43, 44, 45. Ça je le montre, c'est très clair dans le livre, hein, voilà. Donc c'est pour ça que les banquiers sont des pourris. À partir du moment où les banquiers utilisent de la fausse monnaie, alors là c'est fini, on part dans des choses absolument épouvantables, et tout ceci est mathématiquement destiné à une sorte d'explosion. Regardez, Macron rien que cette année, il va être obligé d'emprunter 200 milliards de plus aux banques privées qui nous prêtent ça avec leur monnaie de singe. Mais nous aussi, on peut prêter l'argent à M. Macron. Hein, nous, vous mettez en marche votre Epson, nos spectateurs mettent en marche les Lexmark, les browsers et que sais-je encore comme imprimante. Hein, et puis on les fait, les 200 milliards, hein, si on s'y met tous. Hein, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on accepte de la Banque du Japon qui imprime de la fausse monnaie? Pourquoi est-ce qu'on l'accepte des Américains? Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire hein, voilà. Vous savez, le détail qui tue, hein, je le donne souvent. Jusqu'en 1975-76, les Français pouvaient acheter leurs dettes. C'est-à-dire que ça s'appelle le placement de bon père de famille. Hein, c'est l'idée là. Hein. C'est-à-dire que vous achetiez la dette de la France. Hein, vous étiez détenteur de bons du Trésor de la France. Hein, les Français étaient détenteurs de la dette. Et quand le gouvernement payait un intérêt sur l'argent que les Français lui ont prêté, ça rentrait dans les caisses des Français, dans le patrimoine des Français. Aujourd'hui, allez dans une banque, allez voir votre banquier et dites-lui: je vais acheter un bon du Trésor de la France. Mais le mec, il ne sait même pas d'abord ce que c'est. Ensuite, il va vous rire au nez parce qu'il va vous dire,
hein, s'il connaît son boulot, il va dire monsieur, il n'y a que la JP Morgan, il n'y a que Goldman Sachs, il n'y a que BNP Primary Dealers, enfin ce qu'on appelle les Primary Dealers, qui ont le droit d'acheter, hein, le Japon et d'autres pays qui ont le droit d'acheter, enfin que les étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on rembourse les taux d'intérêt, ça va à l'étranger, ça ne va pas dans le patrimoine des Français. Voilà pourquoi on leur a interdit. Hein, voilà pourquoi la loi du 3 janvier. Quand je pense que vous avez des crétins qui écrivent que la loi du 3 janvier, c'est pas la loi qui a mis les Français en esclavage, mais ces mecs, mais ils y connaissent rien. Mais ils y connaissent rien, mais c'est monstrueux. Hein, il faut lire le livre de Rougeron, là, enquête sur la loi du 3 janvier. Moi, je m'en souviens, mon beau-père, voyez son conseiller, hein, il avait un cahier dans lequel, et tous les mois, il achetait de la dette française, et qui lui rapportait d'ailleurs. Hein, parce que la France lui payait des intérêts sur ce qu'il avait prêté, ce qui était normal. Et là, vous voyez, et tous ces centaines de milliards, elles revenaient dans les poches des Français qu'ils dépensaient en France. Mais maintenant, on est appauvris, tout notre patrimoine est volé. Il faut vraiment le comprendre, ça. Enfin bon, mais je pense que je pense qu'à travers ce livre, c'est le complément de 666, hein, techniquement, hein, parce que vous l'avez lu, hein, vous le savez bien. D'ailleurs, ce que vous me disiez en antenne, c'est que vous avez appris également, beaucoup de vos collègues d'ailleurs me disent, mais j'ai appris des trucs, j'en reviens pas, quoi, je ne savais même pas. Mais parce que cet enseignement est interdit, il n'est pas donné. Hein, on va absolument vous présenter comme Hitler, comme le mec qui a brûlé tous les juifs, et puis c'est tout, quoi. Hein, voilà. Mais on oublie de parler de la conférence d'Évian, par exemple. L'histoire se répète en moins 2 fois, sinon plus, la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce, précisait Karl Marx. Nous pouvons en rire, mais la farce perd de son mordant s'il s'agit de vivre à nouveau les moments les plus sombres de notre histoire. Crise économique, crise sociale, crise politique, crise des valeurs. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle catastrophe économique, sociale, politique en Europe et dans le reste du monde? Ah oui, tout à fait. Mais tout à fait, mais vous savez, c'est l'usage massif de la monnaie de singe par les Américains. Les Américains sont les premiers à avoir empoisonné le monde. Comme les Américains contrôlent le Japon, donc ils ont obligé... si vous regardez bien, je vous donne un exemple très pratique. Si vous regardez bien qui achète la dette des États-Unis, c'est la Banque du Japon avec sa fausse monnaie. C'est génial. C'est-à-dire que les mecs, avec leur fausse monnaie, ils se rachètent les uns et les autres leurs dettes. Mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le bilan, le bilan de la Banque centrale, il finit par peser très lourd. Aujourd'hui, par exemple, la Banque du Japon possède à peu près 50% de toutes les actions du Nikkei. Hein, le fameux indice Nikkei. Hein, voilà. La Bank of Japan possède 30% des bons du Trésor français à moyen terme, je crois. Hein, j'ai plus le souvenir en tête, mais c'est bon. On le sait. D'ailleurs, vous verrez que le gouvernement est très discret là-dessus. Si vous leur demandez qui est le détenteur de la dette française, ils ne vont pas vous répondre. Le Figaro avait essayé ils avaient réussi à établir, mais eux-mêmes disaient qu'ils n'arrivaient pas à savoir exactement à qui appartient la dette française. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'appartient pas aux Français, ou très peu. Hein, il y a peut-être quelques compagnies françaises d'assurance qui ont le droit d'acheter de la dette française, et c'est tout. Tout le reste, à mon avis 80% de la dette française, mais si ce n'est pas 90%, elle est en possession des étrangers. Et tous les intérêts qu'on paye dessus, sans même parler du capital, du principal, hein, vous imaginez, on le paye avec nos châteaux, nos vignobles, nos hôtels particuliers, nos immeubles.